Continuer à évoquer ce déplacement de Volodymyr Zelensky en Serbie avec notre invité. C'est vous, Romain Lequignou, bonjour. Bonjour. Merci à vous de prendre quelques minutes pour répondre à nos questions. Ce matin, sur France 24, vous êtes cofondateur et directeur général d'Eurocréative. Première question avec vous. On vient de parler de cette visite inédite de Volodymyr Zelensky en Serbie. Que vient chercher Volodymyr Zelensky à Belgrade, en tout cas on le présente, un allié, en tout cas historiquement de Moscou? Oui, probablement la question principale avant de parler de l'intérêt de Zelensky à Belgrade, c'est effectivement de balancer la position, le positionnement de la Serbie par rapport à la Russie. La Russie a des relations spécifiques avec la Russie, effectivement. Ça ne fait pas pour autant de la Serbie un État pro-russe. Ça ne fait pas non plus nécessairement un État qui est pro-européen, pro-occidental, pro-ukrainien. Je pense que la Serbie, il faut surtout savoir que la Serbie est pro-serbe. C'est le cas sous le règne du président Vučić, mais ce serait le cas aussi sous toute opposition avec des nuances. Mais en tout cas, la Serbie défend principalement ses intérêts nationaux et joue donc une position d'équilibriste entre Moscou et l'Ukraine sur cette guerre, sur ce conflit et plus généralement sur ce positionnement international. Maintenant, qu'est-ce que vient chercher le président Zelensky à Belgrade? Il y a plusieurs choses. Premièrement, c'est effectivement, comme l'a dit Emmanuel juste avant, c'est une continuité, c'est-à-dire que le rapprochement est en cours depuis quelques mois, c'est accéléré en tout cas depuis quelques mois. On sait que la Russie effectivement n'a pas pour exemple, suivi la politique européenne des sanctions face à la Russie, mais dans le même temps a été très importante sur l'aide militaire, plutôt indirecte d'ailleurs à l'Ukraine. Mais on sait que la Serbie est un des pays qui fournit le plus de munitions à l'Ukraine. Alors c'est pas seulement une politique de soutien fraternel, c'est aussi du business, c'est-à-dire que l'industrie de défense serbe est très spécialisée sur les munitions, à la fois du gros calibre pour l'artillerie et du petit calibre, à des calibres soviétiques, à des calibres OTAN. Donc c'est un acteur très intéressant pour le soutien militaire à l'Ukraine. Donc ça, c'est la première question, c'est la question sécuritaire. C'est l'un des aspects que Zelensky vient chercher. Et il y a la dimension, effectivement, business, de l'énergie jusqu'à des possibles rapprochements sur un accord potentiel de libre-échange. C'est les discussions qui ont eu lieu depuis quelque temps entre Kiev et Belgrade, notamment avec une visite de délégation au printemps, puis la visite de Vučić à Kiev il y a quelques semaines. Oui, on voit l'échange qui pourrait se profiler entre la Serbie et l'Ukraine. L'Ukraine qui, vous venez de le dire, a grandement besoin de munitions, ce qui lui fait défaut face à la Russie. Et la Serbie très dépendante sur le plan énergétique de Moscou. On voit où Volodymyr Zelensky veut aller, d'une certaine manière. Non, bien sûr, et il faut comprendre aussi que c'est une visite qui est bénéfique, potentiellement bénéfique en tout cas pour les deux acteurs. On sait aujourd'hui que Zelensky a besoin, lui, dans un premier temps, d'asseoir ses relations avec la plupart des pays européens. Les Balkans sont importants, on l'a dit ici, pour des questions sécuritaires, énergétiques, mais aussi plus globalement pour son positionnement géopolitique, c'est-à-dire que Zelensky n'a pas besoin que la Russie soit plus active dans cette région, et on sait que la région est soumise aux influences, notamment russes, pas seulement russes, mais notamment russes, très fortes. Et dans le même temps, du côté du président Vučić, on essaye de montrer de temps à autre qu'il y a un vrai rapprochement, qu'il y a une vraie volonté de jouer dans l'équipe européenne. Et ici, je pense qu'ils ont des intérêts convergents au-delà de leur relation personnelle, au-delà d'une relation bilatérale forte. Sur la question de l'élargissement européen, la Serbie, comme l'Ukraine aujourd'hui, sont dans des positions assez délicates, des positions différentes. La Serbie, pendant longtemps, a été le chef de file de l'intégration potentielle des pays des Balkans occidentaux au sein de l'Union européenne. Aujourd'hui, c'est remis en cause puisque la Serbie n'avance plus, régresse sur un nombre de sujets, et dans une position, son statut de candidat est dans une position délicate, ce qui met d'ailleurs aussi le président Vučić dans une situation délicate. C'est pas le seul aspect, mais en tout cas, il y a cet aspect-là qu'il faut retenir sur le président Vučić et son positionnement sur des affaires domestiques. Il y a une vraie crise de régime en Serbie aujourd'hui. Et dans le même cas, Zelensky, l'Ukraine, c'est un pays qui est candidat, on le sait. Il y a un soutien géopolitique de l'Union européenne, de Bruxelles et de beaucoup de capitales sur l'alignement, sur les perspectives d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Mais la réalité fait qu'aujourd'hui, l'Ukraine est loin d'être membre de l'Union européenne, qu'il y a des oppositions assez fortes de la part de certaines sociétés, de la part de certaines capitales, pour différentes raisons, et qu'il y a peut-être ici aussi un alignement à gagner, d'un rapprochement entre ces deux capitales, sur le plan à la fois politique, sur le plan économique, mais aussi sur le plan rhétorique et de communication.
Vous l'avez dit justement au début de notre entretien, la Serbie est avant tout pro-serbe. Comment la population serbe justement voit la guerre en Ukraine et peut-être plus spécifiquement cette visite de Volodymyr Zelensky? Effectivement, la population serbe, il y a des affinités pro-russes. C'est des affinités qui se trouvent dans les liens assez anciens, assez traditionnels, sur une population qui est assez panslaviste, c'est-à-dire qui perçoit une amitié fraternelle avec le peuple russe à travers le fait que ce sont des populations slaves, du fait de l'orthodoxie. Il y a des raisons aussi plus contemporaines, c'est notamment le soutien de la Russie à la Serbie dans les conflits des années 90, et notamment le soutien géopolitique qui demeure de la Russie envers l'intégrité territoriale de la Serbie et donc la non-reconnaissance à l'international et des efforts diplomatiques en ce sens de la Russie sur la non-reconnaissance du Kosovo. Position d'ailleurs qui est assez difficile puisque la Serbie, du fait de la non-reconnaissance du Kosovo pour sa part, ne peut reconnaître les modifications territoriales de l'Ukraine faites par la Russie et donc ça met la position de Belgrade dans une position assez complexe. Ensuite, il y a la guerre qui est pour la population serbe une partie assez difficile à gérer puisqu'il y a un historique, il y a des souvenirs de la guerre assez récente. C'est la région européenne qui a connu la guerre le plus récemment et donc forcément il y a certaines peurs, il y a certaines appréhensions par rapport à un soutien potentiellement trop affirmé ou un engagement trop affirmé de leur gouvernement, de leurs autorités dans un conflit qui reste très proche de l'Europe et qui reste donc très proche de la Serbie. On sait aussi qu'il y a beaucoup d'émigrés russes dans les rues de Belgrade, souvent une population russe assez jeune, assez urbaine, plutôt en opposition à Poutine, pas nécessairement en opposition à la guerre et à la Russie sur une potentielle victoire. Et dernièrement, je dirais, il y a quand même un écosystème politique, pas nécessairement Vučić, mais quelques personnes dans son entourage, dans son système. Je pense notamment à M. Vulin, qui est un ancien ministre de l'Intérieur, un ancien ministre des Affaires étrangères, mais aussi à un écosystème de médias très important, avec une pénétration russe très importante dans les débats politiques et dans les débats médiatiques. Une position d'équilibriste donc de la Serbie, on l'aura compris, entre la Russie et l'Europe en tout cas. Merci beaucoup pour votre éclairage très complet, Romain Lecquignou, et merci d'avoir répondu à nos questions, cofondateur et directeur général d'Eurocreative.